je suis médecin de médecine physique et réadaptation, donc je m'occupe essentiellement de personnes handicapées et je travaille dans le service donc, de réanimation chirurgicale et donc je travaille avec les réanimateurs sur les questions enfin, je travaille dès la réanimation sur les questions de limitation et d'arrêt de traitement. Donc, un point important en médecine, je pense, c'est, en tout cas maintenant, ce qui est bien élaboré en médecine, c'est qu'on va co-construire avec le patient, avec ses proches, les décisions de soins, de limitation de soins et même d'arrêt de soins. Et on va distinguer de façon extrêmement franche la question de la limitation de soins et la question de l'arrêt de soins. Pourquoi? Parce que la limitation de soins, c'est finalement, avec le développement des techniques de la médecine, devenu très naturel de parler de limitation, pas de soins, mais de thérapeutique active, c'est-à-dire que c'est devenu très naturel, même en réanimation, de décider qu'à un certain moment, certaines techniques de réanimation ou certaines de traitement ne seront pas mises en œuvre parce que ça apparaît démesuré. Donc, l'explication, la décision du soin, elle va avec la décision de limitation de certaines thérapeutiques. Alors, on peut prendre comme exemple les plus classiques, c'est la dialyse, les supports adrénergiques, une ECMO, une ventilation, une trachéotomie. Est-ce que c'est raisonnable de mettre en pas une trachéotomie? Et en fait, cette logique de mettre en place en même temps de discuter avec la personne et ses proches du niveau de soins et de la limitation de soins, de limitation des thérapeutiques, on va l'accompagner à la réanimation jusqu'à la rééducation. Et je crois que c'est ça un des éléments importants en ce moment, c'est de se dire la logique de bien soigner, c'est la logique de discuter et de construire le projet avec la personne si elle peut s'exprimer, ce qui est très rarement le cas en réanimation. Mais après, par exemple, elle va peut-être à nouveau s'exprimer en réanimation, puis elle pourra à nouveau moins s'exprimer s'il y a une complication. Et donc, dès le début, on va essayer de trouver la personne référente dans la famille, dans l'entourage, ou si on peut communiquer avec la personne, qu'elle nous la nomme elle-même, sans forcément que ce soit au titre de la loi une personne de confiance, mais la personne avec qui le patient souhaite qu'on élabore le projet de traitement et aussi le projet de limitation des traitements, puisque les deux vont être totalement collés dans la réflexion. Là où ça va se... Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, faire de la médecine en ce moment, c'est réfléchir à quelles sont les bonnes techniques à mettre en œuvre pour cette personne-là, de façon à ce qu'on aille dans un projet qui lui corresponde à elle. Et si elle peut l'exprimer elle, eh ben c'est avec elle qu'on discute et qu'on négocie ça. Et si elle ne peut pas l'exprimer elle, et même si elle peut s'exprimer, je pense qu'il est raisonnable qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne pour pouvoir être témoin de ce qu'elle aura voulu ou de ce qu'elle n'aura pas voulu dans les moments où elle sera soit en réanimation, soit sur une complication, en incapacité d'exprimer sa volonté. Donc ça, je pense que c'est l'exercice classique. Le problème se pose plus quand on passe à l'arrêt des thérapeutiques actives. C'est-à-dire que là, si ça se passe dans la poursuite du projet dont on parle, c'est-à-dire du projet de soins, des soins raisonnables et discutés, c'est la suite logique. Arrêter les thérapeutiques, c'est la suite logique du projet. Si ça se passe de façon extrêmement brutale, c'est-à-dire qu'on était dans un projet de réanimation de quelqu'un qui allait bien, sur un accident de voiture par exemple, et puis il y a un accident grave qui conduit à une discussion de limitation des soins qu'on engage, mais la personne qui ne peut pas s'exprimer n'a jamais donné de directive anticipée, évidemment, n'a pas nommé de personne de confiance, et on va se retrouver finalement à dialoguer avec un membre tiers qui va être nommé par les proches, quelqu'un de la famille, mais on va être finalement amené à discuter de la poursuite ou pas de soins qui peuvent engager la survie. C'est ça l'arrêt des thérapeutiques actives. C'est-à-dire que parfois, on peut considérer que continuer la réanimation ou engager la personne sur un projet de rééducation est déraisonnable et qu'il serait plus raisonnable d'arrêter les thérapeutiques quand il y en a encore qui supportent la vie. Donc ça peut être une ventilation, ça peut parfois être, puisque
on en a beaucoup parlé récemment, ça peut aller jusqu'à discuter d'arrêter l'alimentation ou ne pas mettre de trachéotomie qui peut être vécu finalement comme un support de soins, si on le fait, ou alors peut être considéré aussi comme déraisonnable, mais si on ne le met pas, eh ben, ça va entraîner la mort. C'est vrai pour la trachéotomie, ça peut être vrai pour la gastrostomie, c'est-à-dire que c'est des outils techniques qui, dans certains cas, sont tout à fait logiques parce que c'est dans le projet de soins, et dans certains cas, apparaissent déraisonnables. Et donc, donc je crois que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme moyen en ce moment pour mettre en place cet espace de réflexion entre les soignants, puisque le médecin va être finalement porteur de l'équipe, de la réflexion d'équipe, de la décision d'équipe, donc on n'est jamais seul, et on y reviendra, je pense, dans le cadre de la loi, mais moi j'essaie de vous parler vraiment de l'exercice médical. Donc on est témoin d'une réflexion d'équipe et on est témoin d'une décision d'équipe. On demande que le proche, celui qui représente la famille quand il n'y a pas de personne de confiance, ait fait un peu le même travail, c'est-à-dire soit représentant de quelque chose qui va pouvoir être une collaboration dans la discussion et dans l'élaboration du soin. Et puis, si possible, avec le patient, même s'il est peu communicant finalement. Parfois, il y a des handicaps graves qui ne permettent pas de communiquer normalement, mais néanmoins, il peut y avoir une forme d'expression qui peut nous donner une indication sur la façon dont la personne accepte cette discussion, ne serait-ce que ça, accepte la discussion, est-ce qu'il y a des émotions, est-ce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas rationnelles, et qui vont nous indiquer si ce qu'on est en train de faire va dans le sens de quelque chose qui est consensuel, et peut-être même parfois que notre responsabilité est un petit peu engagée différemment si on parle devant une personne qui parfois s'exprime de façon inhabituelle. Enfin, parfois ça peut être des grognements, ça peut être de la colère, ça peut être des choses qui ne sont pas très et qui nous indiquent quand même si on est en train de définir un espace où l'émotion va dans le sens de l'apaisement et de quelque chose qu'on va pouvoir tous considérer comme acceptable, voire même souhaitable. Voilà, moi, ce que je voulais dire dans cette première partie. Donc, je pense que le sujet actuel, c'est de se donner les moyens d'avoir la compétence technique, mais aussi la compétence humaine, j'allais dire, je ne sais pas trop comment le dire autrement, pour se mettre dans un espace de soins et de réflexion qui soit respectueux, mais aussi permettre une co-construction d'un projet de soins. Merci Anne-Claire. Je vais passer directement la parole à Fabrice Hill, qui va nous parler de philosophie et d'éthique.